Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices et auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde qui, comme son nom l'indique, va vous parler des dernières observations ufologiques, des manifestations qu'il y a eu dans le monde. Là, je suis actuellement dans le département de l'Yonne en compagnie d'un illustre ufologue qui est Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Alors, comment vas-tu ? Ça va bien. Mais commençons tout d'abord par les infos importantes dans le monde. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Bruno Botta et Anne du GUI, groupe d'ufologues indépendants, reporters ODH TV de la région Île-de-France et membres du SO, qui répondent. Dans la rubrique Culture OVNI, vous allez retrouver Didier Gomez, ufologue du département du Tarn et auteur, Guy Coatanroc de la Gazette de l'UFO, Gilles Durand, membre du SO, et Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens. L'anecdote du ou des reporters vous est présentée par Bruno Botta et Anne. Dans la question de l'édition, c'est Gilles Durand qui va vous parler des cas dits influencés. Puis nous passerons à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI dans le monde, avec l'intervention de Luc Chastan, ufologue et webmaster du site Base OVNI France. Puis nous terminerons par le dossier de cette édition, le 6e épisode de la série Brouillage, qui sera consacré à la prépondérance, les témoins, les lieux, les médias, les croyances prépondérantes. Mais avant de commencer cette nouvelle édition, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être informé des dernières mises à jour et notifications publiées sur la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires négatifs, acerbes, insultants et les trolls seront bannis. Mais commençons tout d'abord par les infos d'ODH TV. Comme annoncé et présenté de nombreuses fois dans les différentes séquences vidéo, audio d'ODH TV, il y a déjà un programme très chargé concernant les différentes vidéos à vous partager. Comme vous l'avez vu sur la chaîne YouTube ODH TV Archives dernièrement, il y a eu déjà une diffusion d'un reportage tourné en juin 2019, puis un reportage tourné en septembre 2018. Et là prochainement va arriver quelque chose qui a beaucoup de retard, le reportage sur la journée ufologique de Toruglia de septembre 2015. Bref, il y a de nombreuses vidéos à vous envoyer et c'est pour cela aussi que nous n'avons pas le temps pour vous parler des différentes vidéos ou rumeurs autour de l'US Navy. Après tout, les journées ne font pas 72 heures. Ufologie, étude ou croyance ? Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est pas une croyance. Ça mérite d'être étudié, et sérieusement. Ouais, pour moi, c'est un sujet d'étude. Auriez-vous des questions pour les jeunes ufologues qui arriveront ces prochaines années ? Alors moi, la question que je leur poserais, comment ils agiraient au niveau de leurs études. Voilà. Et toi, Anne, je sais pas trop. Je suis encore très jeune ufologue, donc poser des questions à un jeune ufologue, c'est qu'est-ce qui le motive ? Oui, et qu'est-ce qui le motive, oui. Je tiens à vous informer la sortie récente du dernier Lumière dans la nuit, ou LDLN, que voici, édition janvier-avril 2021, donc c'est le numéro 443. Si vous désirez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à visiter leur page Facebook, la page LDLN, ou leur site internet. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo.
fait, le but du livre, c'est que c'était de présenter aussi bien des cas expliqués, des méprises, des cas, des erreurs, des cas de méprise avec des avions, des choses comme ça. Et dans le lot, dire, voilà, peut-être, là, on n'a pas vu le... Et donc, ce qui l'intéressait, c'est à la fin, chaque fois, il mettait à mettre en rapport avec tel cas, ou il essayait de susciter l'interrogation par rapport à l'explication possible du cas. Voilà. Tu vois, tu disais, s'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'en occuper, un jeune, c'est celui-là qu'il faudrait qu'il ait dans les mains. Parce que là, après, bon, moi, c'est un bouquin. Après, il y a des auteurs, ils ont écrit des bouquins. Je pense que Rémi, il n'est pas comme ça. Mais il y a des personnes, ils ont écrit des bouquins en 6 mois sur... moi, j'ai quand même repris les archives initiales d'un gars qui était au départ sur Mazamet. Alors, je ne me rappelle plus son nom. Il avait fait 12 enquêtes. Après, j'ai repris tous les articles de presse. J'ai repris ce que j'avais vu dans la lumière dans la nuit. Et j'avais déjà 30-40 cas potentiels. Et après, j'ai publié des articles dans les journaux en disant que j'avais une association, que je faisais un magazine, que je cherchais des cas. Et donc, du coup, comme ça, petit à petit, là, il y en a 104. Bon, il y en a que j'ai pas mis parce que ça manquait d'informations ou c'était peut-être un peu trop... il n'y avait pas matière. Bon, alors, j'ai publié quand j'avais pas matière, mais qu'il y avait un article dans la presse. Mais le but, c'était d'avoir un peu sur une 50aine d'années, d'avoir un peu l'évolution du phénomène, quoi. Et c'est ce que j'explique. Au début, c'est l'ère des soucoupes, après c'est plutôt les triangles, après les masses sombres, enfin, pour dire que le phénomène avait un peu évolué. Voilà, après c'est une base de travail, quoi. Didier Gomez a publié aussi dernièrement un nouvel ouvrage avec Stéphane Royer, responsable des repas ufologiques. C'est celui-ci, OVNI et nucléaire, sommes-nous sous surveillance, aux éditions JMG Éditions. Je tiens aussi à signaler que Didier a fait une conférence à OVNI Paris par Zoom le 4 juin 2021. Le lien est affiché en dessous de cette vidéo. Si le sujet OVNI et nucléaire vous intéresse, je vous invite à cliquer sur d'autres liens aussi diffusés en dessous de la vidéo, vous parlant de ce sujet sur différents angles, c'est-à-dire sous l'aspect croyant, sous l'aspect neutre et sous l'aspect sceptique. Comme ça, vous ferez votre propre opinion sur ce thème. Les pilotes d'OVNI, c'est un bouquin qui a été fait par un inconnu. Il y en avait plusieurs en vente. Oui, c'est pas. Il y en avait plusieurs en vente sur eBay. J'en ai acheté un, ça ne valait pas grand-chose. Mais en fait, il a piqué toutes les illustrations que je recherche de son premier bouquin, il les a compilées en un seul document et il les a publiées à compte d'auteur, parce que c'est de la photocopie. Ça fait 20 pages. Et voilà quoi. Et il cite pas ses recherches. C'est pas la source. C'est pas du tout la source. Et il n'y a rien, il n'y a même pas de légende. C'est exactement ça. C'est les illustrations du premier bouquin que j'ai recherché. Je sais pas s'il est au courant, je recherche. Je sais pas, non, peut-être pas. J'ai oublié de lui en parler. ODH Note, j'ai besoin de vous. Si vous avez d'autres idées d'influence particulière, de brouillage, n'hésitez pas à nous les envoyer. Cela permettra de faire avancer la compréhension des enquêtes, des observations ou même des méprises. Nous allons nous intéresser dans un proche avenir à l'ufologie dans la culture populaire. C'est-à-dire que la petite rubrique Culture OVNI que vous voyez toujours en première partie d'émission sera les dossiers à venir avec les interventions donc de Bruno Botta et de Gilles Durand et bien d'autres personnes du SSAU, donc l'association Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Et toutes ces choses sont importantes à être partagées avec vous pour que vous puissiez connaître tous les visages de cette passion qu'est l'ufologie. Moi je m'intéresse à l'ufologie très tôt, mais je me suis mis très tardivement en fait. Ah, ouais. Quand tu regardes, j'ai commencé il y a 5 ans moi. J'en ai 46, j'ai commencé à 41. Oui, mais tu t'es intéressé bien avant. Oui,
Voilà. J'étais pas actif. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est ça, on a commencé récemment à formaliser notre recherche. Vous êtes devenu actif, mais avant t'es passif. Exactement. Enfin, il faut fil, comme dirait Monsieur GDD. Y a-t-il d'autres cas dits influencés? Oui, obligatoirement. Obligatoirement, le phénomène de vague, par exemple, tu as toujours un cas qui est un cas originel, hein, le premier de la série, et ensuite tu vas avoir, ça va se décliner et ça va, si tu veux, se développer souvent parce que un cas a été médiatisé, et puis quelqu'un d'autre voit un truc qu'il n'arrive pas à très bien expliquer, il est peut-être influencé par l'article qu'il a lu, je parle des années 50, mais après peut-être par le reportage télé. Il y avait même des reportages des actualités cinématographiques. Il y avait Pathé et Gaumont qui faisaient des journaux télévisés, enfin des journaux télévisés, non, des journaux cinématographiques. Donc en 54 par exemple, on a parlé du cas de Carouble et d'autres cas. Je dirais qu'effectivement, les cas influencés, il y en a beaucoup. Je n'aurai pas de détails, mais quand on voit par exemple la vague de 54, il y a eu... Là je viens de découvrir un cas que je ne connaissais pas, parce qu'il n'est pas vraiment sorti de la région où il s'est produit, donc en Picardie. À un moment donné, j'ai cru que c'était le cas de Gilles Herbose, un des premiers juste avant Carouble. Mais en fait, c'est pas celui-là, c'est un cas que je ne connaissais pas du tout. Là, il y avait 3 témoins et ils ont raconté des bobards, et puis ça a été ensuite éventé. Mais il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu le cas de Mertrude, où le cantonnier prétend avoir vu une soucoupe volante avec un être poilu avec un corset orange, mais c'était simplement, ça a fait, là, celui-là a été médiatisé au niveau national, peut-être même international. Et en fait, c'était juste une excuse parce qu'il avait une panne d'oreiller et puis il allait arriver en retard au boulot. Et il dit, j'ai rencontré une soucoupe volante et un martien. Voilà. Voilà, c'est une excuse qu'il a trouvée parce que c'était en pleine vague. Donc c'est une influence. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition. Les dernières notifications d'observation d'OVNI qu'il y a eu dans le monde. Le dernier en date, c'est une dame à Saint-Pierre qui voit un objet faire comme des allers-retours dans le ciel, qu'il a filmé avec son téléphone portable, mais malheureusement à travers un télescope. Donc tu vois une forme noire qui fait ça, quoi. Alors elle est persuadée que ce qu'elle a vu, c'est un ovni, hein, qui faisait ça au-dessus de l'océan. Je serais un peu plus circonspect, je pense franchement que c'est un gros cerf-volant qu'elle a vu. Et j'en ai même la preuve en photo, parce que quand je suis allé à la Réunion justement en 2018, dans cette zone-là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui allait sur les plages et qui faisait voler des gros cerfs-volants. Alors certains de forme bizarre, puisque moi j'ai en photo un cerf-volant en forme de pieuvre, un petit peu, tu vois, avec des grands trucs comme ça, mais un truc vraiment immense. Hein. Et je sais, parce que je suis allé le voir un petit peu, et j'ai vu qu'il avait des très très gros cerfs-volants de forme triangulaire, des choses comme ça. Et il officie dans cette zone-là, en fonction du vent. Donc je pense, franchement, que la personne c'est un cerf-volant qu'elle a vu, mais bon, n'étant pas sur place, c'est difficile d'enquêter. Le problème est là, il faudrait avoir quelqu'un sur place qui fasse les enquêtes, quoi. Comme nous l'avons vu dans les précédents dossiers, le brouillage humain,
le brouillage culturel, le brouillage médiatique, le brouillage des ufologues qui ont des théories particulières, l'influence de ces théories en enquête ou même pendant une observation, l'influence des émotions. Bref, ces épisodes concernant le brouillage en ufologie sont très importants. Il y a aussi les témoins prépondérants. Alors revenons, résumons tous ces brouillages. Certes, il y a de nombreux sujets qui vont vous être partagés dans ce nouveau dossier, mais le thème principal est la prépondérance. Ainsi, les ufologues, veilleurs de n'importe quelle tendance, vont vous parler des témoins prépondérants, des ufologues prépondérants, des lieux prépondérants, des médias prépondérants. Bref, nous sommes encore dans le brouillage et dans des sujets très peu abordés en ufologie et en usologie. Nous allons parler de quelque chose qui est rarement et qui a été rarement abordé sur ODH TV. Le comportement des témoins lorsqu'ils sont en face de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu et qui pour eux est donc un ovni. Il y a plusieurs choses à parler. Déjà, Gilles Durand va vous partager qu'est-ce qu'un témoin prépondérant. Dans un groupe de témoins, il y a toujours quelqu'un qui prend la direction des choses. Hein, quelqu'un qui va avoir plus d'influence que les autres. Et donc les autres vont être influencés par lui, c'est logique ce que je dis là. Et du coup, il est susceptible, tout au moins, d'induire des détails, par exemple, tu vois, d'induire des choses que lui aurait observées et dont les autres ne sont pas complètement certains. Et lui, il va leur insuffler le fait que c'est certain. Même si eux ne sont pas au départ certains de ça. Alors après, tu te retrouves avec des gens qui disent toutes la même chose. Ouais, mais alors les témoignages de groupe, parce que c'est intéressant quand il y a plusieurs témoins, mais s'il y en a un qui influence les autres, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir plusieurs témoins? C'est embêtant, effectivement, l'influence. Les témoins, c'est plusieurs témoins séparés. Ça, d'accord. C'est des témoignages humains, point. À partir de là, il faut faire avec. Et le témoignage humain est quand même fragile. Mais ça se voit pas simplement en ufologie, hein. Dans d'autres types de circonstances où il y a besoin, où on cherche des témoignages. Dès qu'il y a un témoignage quelque part avec un groupe de témoins, c'est toujours le même problème qui se pose. Ouais, moi je trouve aussi que... Sur n'importe quelle situation. Oui, l'accident de voiture, toutes sortes comme ça, où il y a besoin d'un témoignage, quoi. On est à la recherche d'un témoignage. Un enlèvement. Par exemple. Hein, un attentat. Voilà. Un mouvement de foule, une manifestation qui tourne mal. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà, on va avoir des témoignages. Il va y avoir parfois un meneur, un prépondérant. Et est-ce qu'il ne faudrait pas réouvrir tous les cas qui sont supposément, pour le moment, inexpliqués, qui seront expliqués un jour, pour voir dans les cas où il y a un groupe, s'il n'y a pas de témoin prépondérant dedans qui a un peu raconté n'importe quoi. Dans le document de l'IRAM, donc sur la casuistique tourangelle, hein, de Touraine, il y a des cas comme ça, que Godot et Gouzien ont bien ciblés. Il y a le cas de la famille qui observe Vénus. C'est un instit, et c'est lui le témoin prépondérant. Toute la famille est derrière. Tu vois ? En fait, il observe quelque chose d'ultra lumineux, donc Godot et Gouzien viennent faire l'enquête, et il dit, on ne sait pas ce qu'on a vu, on aimerait bien que vous nous donniez une explication. Est-ce que vous avez... Enfin, ils se passent tellement ça comme ça, ils disent, voilà, ils viennent enquêter, et on leur dit, on aimerait bien que vous puissiez nous dire ce qu'on a vu. Et quelques temps après, Gouzien reprend le rendez-vous, il dit, voilà, on va vous expliquer ce que vous avez vu. Vous avez vu Vénus. Et le mec, il dit non. Je suis instit. Croyez quand même pas
que j'aurais confondu un ovni avec Vénus. Ouais. Ou Vénus avec un ovni. Un instant, ça te rappelle pas ton prof d'anglais? Oui. Oui, j'ai un gars qui est prof d'anglais, donc qui a fait des études, etc. Il confond toujours les ovnis et les étoiles. Il regarde tout le temps s'il y a des étoiles, et notamment Vénus, Jupiter, tout ce que tu veux. Tout le temps, et ça fait des années que ça dure. Ah oui. Mais il y a eu sur ce que tu as dit, là, il y a eu des études scientifiques de Tu sais, ils ont fait des expériences avec des témoins, etc. et tout ça. Ah oui. Ils avaient fait toute des chercheurs avaient fait ça en sociologie, ils avaient fait ça et puis ils avaient démontré que avec un groupe de témoins, il y en a, par exemple au début, il y en a un qui voyait quelque chose et à la fin c'était complètement déformé. Enfin, il y avait des choses, c'était complètement aberrant, quoi. Oui, il y a seulement la déformation, mais il y a aussi, si tu veux, des gens qui se rangent derrière celui qui semble le plus crédible. Comment était le témoin? Alors on va parler un pourcentage. On va dire 80% de témoins sérieux, de gens qui voulaient savoir ce qu'ils avaient vu. Un bon pourcentage de gens qui étaient prédisposés quand même à observer quelque chose. J'ai remarqué que pour la plupart de mes cas ovnis et de mes témoins qui ont été, du témoin ou des témoins qui m'ont rapporté ces cas ovnis, c'était des gens qui étaient généralement des croyants. Quelques témoins qui ont des a priori, qui voudraient qu'on conforte leur truc. Malheureusement, c'est pas mon truc. Donc quand j'explique, je leur dis bon, vous avez vu ça, après ça les contente ou ça les contente pas. Il y a des gens qui veulent être persuadés, qui veulent chacun son truc, quoi. Ils ont des a priori. Après il y a des témoins vraiment, un petit pourcentage de témoins qui sont contents qu'on leur dise bon ben voilà, on s'est trompé, on a vu ça. Enfin, il y a de tout dans les témoins. Après, pour les percer le secret du psychisme d'un témoin, compliqué aussi. On n'est pas psy, hein. On n'est pas assistant social non plus, on n'est pas... voilà quoi. Il y a du boulot là aussi. Mais bon... Il y a souvent des témoins, j'en ai fait expérience il fut un temps, quand ils observent quelque chose de curieux dans le ciel, ils sont soit excités, soit affolés, soit intrigués, soit, pour la plupart d'autres personnes, n'en ont rien à foutre. Chacun voit quelque chose de différent ou ressent quelque chose de différent parce qu'il n'a pas la même antériorité sociale. Il n'est pas du même milieu social, il n'a pas vécu les mêmes choses, il n'a pas les mêmes sensibilités, il n'a pas les mêmes craintes, les mêmes peurs, etc. Rien qu'en regardant, tout ça, ça influence son raisonnement. Donc, il n'est pas complètement idiot de penser que un témoin qui voit quelque chose est aussi influencé par son antériorité de vie. Tout ce qui était avant, tout ce qu'il a vécu, ressort en partie dans son observation. Plus ou moins, bien sûr. Je ne vais pas dire que ça tout ressort, évidemment, mais déjà ne serait-ce que la peur ou l'étonnement. C'est sûr que ça a pu m'influencer d'une certaine manière. Mais c'est pas toujours facile de rester neutre. Il faut faire très attention. L'ufologue lui-même aussi a la même chose. Mais bien sûr, il a aussi son passé qui va de toute façon influencer son travail d'enquêteur. Qu'il soit le plus neutre possible, il sera toujours influencé par sa vie passée, par tout ce qu'il a vécu, à un moment donné. Intéressons-nous à présent au brouillage des enquêteurs et contre-enquêteurs. Il y a des tas de rapports qui sont très certainement largement influencés par les questions. La façon dont tu poses les questions aux témoins, c'est important. Il faut être totalement neutre.
Faut pas que tu poses... est-ce que ça avait la forme d'une soucoupe volante? Ouais, parce que ça y est, déjà, tu l'as induit dans le fait que ça serait une soucoupe. Quand je dis soucoupe, ça peut être n'importe quoi. Si tu es un fan de triangle, est-ce que ça avait une forme un peu triangulaire? Ah, bon. Ouais, un petit peu. Comme 80% des observations, c'est, on va dire, des points et pas forcément des objets bien constitués, quoi. C'est pas un truc que tu vois à 10 mètres de toi, la plupart des observations. Donc, quand tu commences à lui demander, ben oui, tu vas lui poser une question et puis bon, tu lui as fait changer son témoignage sans t'en rendre compte. Ne pas influencer la réponse du témoin par la question. Il faut écouter, dire au témoin, eh bien, dites-moi ce que vous avez vu, et l'écouter sans orienter sa réponse, pas d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une bonne chose qu'il faut bien savoir, autrement, ça fausse complètement l'enquête. Et ça, j'avais tendance, moi, à l'oublier quand j'allais, par exemple, je vais vous donner un exemple précis, vous avez vu un ovni, il était gros comme la Lune. Oui, c'est ça, il était gros comme la Lune. Et là, vous avez influencé votre témoin. Et ça, faut pas faire. Faut pas donner de détails comme ça. Faut dire au témoin, qu'est-ce que vous avez vu, point final. Il vous dit ce qu'il a vu, et c'est tout. Moi, je vois les ufologues qui te donnent des planches de forme, c'est une erreur monumentale. Mais, tu auras beau dire ça à ces gens-là, ils le feront systématiquement parce qu'ils considèrent que dans leur façon de penser, c'est la meilleure solution. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas les mots pour poser les bonnes questions. Tu vois ? Rémi, souvent, il envoie des trucs aux gens à remplir. Bon, c'est bien, mais je dis, ça ne peut pas être une enquête. Ça ne peut être qu'une phase d'approche de l'enquête, pour se donner une idée générale. Mais ça ne peut pas être une enquête à part entière. Hein? On n'est pas dans un QCM, quoi, je veux dire, où il faut faire des croix devant les lapins. En dessous, oui, non, peut-être. Attention, hein, on peut en arriver là, hein, à peu près. Non, c'est dangereux, ça. Non. Mais c'est vrai qu'il y a certainement des gens qui ont peut-être la timidité de ne pas pouvoir poser des questions parce qu'ils n'ont pas peut-être non plus le bagage nécessaire pour poser des questions. Non, il faut se borner à des questions techniques. Quelle est la distance? Et c'est pas toi qui dois lui dire « Est-ce que ça vous paraissait être à 50 mètres ?» Non. Tu prends un double décimètre, tu fais tendre le bras comme ça, et la personne place son pouce pour te donner une estimation de la taille. Ça, c'est déjà vachement important, mais est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui le font? Non. Donc après, ça va être du tout et n'importe quoi. C'est pour ça que tu regardes sur la base, tu as l'estimation de la taille d'une maison. Ouais, mais d'une maison vue à combien de mètres? Ah, c'était comme une petite voiture. Oui, mais une petite voiture située sur la route à 500 mètres ou sur la route à 10 mètres? Parce que c'est plus la même taille. La plupart du temps, c'est des tailles estimées qu'on te donne dans les enquêtes. Et c'est pas la taille réelle que la personne a vue. Il y a une grande différence entre la taille estimée et la taille réelle qu'a vue la personne. Elle estime que l'objet avait la taille d'une voiture. Ouais, mais non, parce que quel est le degré de comparaison? Une voiture à combien de mètres? Si c'était la nuit, tu ne peux pas estimer les distances d'observation. C'est impossible. Donc si tu estimes que ça avait la taille d'une voiture, c'est que tu avais déjà un beau bestiau face à toi, quoi. Et puis quand tu vas un peu plus loin, tu te rends compte que non, c'était même peut-être plus petit que la Lune. Comment tu peux estimer que c'était la taille d'une voiture? Et c'est comme j'ai dit pour la méthode d'enquête, j'ai des gens qui me disent il n'y a pas de méthode pour enquêter sur tel ou tel phénomène. Mais si, il y a une méthode, il suffit de la suivre. Le problème c'est qu'ils ne la suivent pas parce que pour eux, il y a plusieurs façons d'enquêter, etc.
Ben, c'est une grosse erreur. Et en ufologie, c'est pareil. En ufologie, on croit, parce que l'ufologie est libre, on croit qu'on peut faire n'importe quoi et lancer n'importe quelles idées. Même des fois, il n'y a pas d'enquête du tout, hein, c'est juste l'idée de la personne. Et il va prendre des cas, il va aller choisir les cas qui correspondent à son idée pour bien montrer que son idée est la bonne. Ouais, mais non. L'ufologie, c'est pas les cas qui t'intéressent, c'est tous les autres aussi. Ouais, je sais. C'est pour ça que, ça on en a déjà discuté, hein. Tout ce qui est les ovnis suivent les failles, les ovnis suivent les mégalithes, les ovnis suivent les voies romaines, non. Beaucoup de personnes dans le milieu cherchent à faire des corrélations avec bon nombre d'éléments dans le paysage, dans les environs d'une ou de plusieurs observations. J'ai d'ailleurs fait cela, il fut un temps, il y a très longtemps, en arrière. Pourquoi faisons-nous ce type de corrélation? Que cherchons-nous à prouver? Là est la question. Et cela, hélas, c'est aussi partie d'un autre type de brouillage. C'est facile de dire les ovnis ils viennent pour ça. Et puis tu prends juste les 50 cas qui correspondent et tu oublies tous les autres. D'où l'intérêt, en fait, de prendre tous les cas et puis de les mettre sur une carte et puis de voir ce que ça donne. Et là, oh, surprise! Et tu penses qu'il y a beaucoup, il faudrait peut-être relancer certaines affaires qui ont été enquêtées donc par des gens qui sont pro-hypothèse, admettons l'hypothèse populaire à l'heure actuelle, ovni et nucléaire. Oui. Qu'ils auraient tendance à mettre possible. en avant les cas où il y a une centrale pas loin les autres cas. Oui, bah ça c'est pareil, oui. Ça peut être une déformation aussi, hein. Une déformation et puis porter préjudice à l'enquête, à la crédibilité de l'enquête et à l'objectivité de l'enquête. Donc il faudra faire très attention. Alors aussi après, et ça c'est Patrice Seuret qui dit ça dans un travail qu'il a fait dans les années 70 sur le Var. Il dit qu'en fait on place généralement l'observation là où était l'observateur, alors qu'en fait le phénomène ne se situe pas du tout là où était l'observateur. Parfois d'ailleurs on ne sait pas à quelle distance il se trouve de l'observateur. Alors si c'est à plusieurs kilomètres, ou si c'est une méprise lune par exemple, ou une méprise avec une planète, il se retrouve pour la Lune à 300 000 km de la Terre. Bon voilà, hein, c'est ça aussi. Alors faudrait essayer d'arriver à... Quand c'est un phénomène qui est proche, je sais pas, c'est difficile de dire est-ce qu'on va donner comme nom à l'observation la direction, par exemple le lieu, la ville, le lieu dit vers lequel il a été observé, ou est-ce qu'on va être obligé de dire de l'endroit où il a été observé? C'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, si on faisait une étude minutieuse, je pense que les deux existent en ufologie. On a nommé le cas depuis l'endroit où le témoin se trouvait, et d'autres, on les a nommés de l'endroit où on supposait que se trouvait le phénomène. Il ne faut pas étudier systématiquement l'emplacement des témoins, mais plutôt des phénomènes ou du phénomène étudié. Ça, c'est une certitude. Le problème, c'est que il y a la distance par rapport au phénomène observé et par rapport au témoin. C'est-à-dire que la nuit, les distances sont difficilement évaluables. Beaucoup de gens vous disent approximativement où se situe le phénomène observé. De jour, c'est plus facile. On peut le situer par rapport à la verticale d'un lieu, mais la nuit, c'est plus difficile. Donc, on peut situer la nuit une région à peu près, un endroit en gros, en très gros, qui correspond à la verticale du lieu, pardon. Et le jour, on peut quand même le situer par rapport à un village, ou entre deux villages, ou entre une forêt et un champ, ou au-dessus d'un bois, etc. C'est plus facile de jour. Voilà. Hormis les témoins prépondérants, si bien expliqué par Gilles Durand, est-ce que les lieux peuvent être aussi prépondérants? Il y a de nombreux cas, en France,
le col de Vence, le plateau d'Albion, le triangle de la Burle, le secteur Bugarache-Rennes-le-Château, la rade de Brest, les monts d'Arrée, le champ du Feu, ou même le département de l'Yonne. Ce sont des lieux dits prépondérants, c'est-à-dire que ce sont des endroits où il y aurait plus d'observations qu'ailleurs, car ce sont des lieux qui sont fortement médiatisés. Effectivement, il y a des endroits qui provoqueraient, qui feraient en sorte que, oui, que des témoins que les témoignages soient récurrents. Le col de Vence, je ne pense pas que ce soit spécialement parce qu'il y a beaucoup d'observations. Je dirais plutôt que c'est parce qu'il y a beaucoup d'observateurs. Plus il y a d'observateurs, plus de chances, enfin souvent je veux dire, hein, pas obligatoirement les observateurs tous ensemble au même moment, autrement ils vont voir une chose, s'il y a quelque chose à voir. Mais s'il y a régulièrement des gens qui viennent, je dirais qu'obligatoirement il va se passer des choses dans le ciel, des météores qui vont tomber, des avions qui vont passer, peut-être des foudres en boule, voilà, ou des choses mal identifiées comme des lueurs sismiques ou des lueurs géophysiques ou des choses comme ça. Donc on aura peut-être plus on aura peut-être un corpus de cas plus important. Pareil pour les lieux dits récurrents, Broad Mountain aux États-Unis, enfin Caroline du Nord, Évillers dans les années entre les années 50 et 70. Donc Évillers c'est dans le Doubs, où il y a eu 30 observations recensées, mais il y avait aussi là un ufologue très très actif. Oui, je pense en fait que c'est pas, c'est plutôt la présence d'enquêteurs et un lieu qui devient emblématique en ufologie, parce qu'on dit autour de soi et dans les journaux qu'il y a beaucoup d'observations. Les gens viennent vérifier, et plus il y a de gens qui viennent vérifier, statistiquement, plus il y aura de chances que les gens voient des choses, même si on les explique ensuite. N'oubliez pas l'influence médiatique. Elle n'est jamais loin, elle est toujours là. L'influence, bien sûr, des chercheurs, des ufologues. C'est certain, moi j'ai vu dans mon département, quand je signalais qu'il y avait un ovni dans tel lieu, et les gens allaient dans ce lieu, et comme par hasard, dès qu'il y avait une petite lumière, un truc comme ça, ils considéraient que c'était un ovni qui apparaissait, que c'était un lieu de passage d'ovni, que c'était un lieu à ovni, que c'est sûr que ça fait ça force les gens un peu à, comment dire, à voir des ovnis un peu partout, quoi. Bon, il suffit qu'il y ait eu un ovni dans un lieu pour que les gens en voient d'autres. Mais c'est pas forcé, hein. Il peut y avoir un lieu où il y a eu un ovni et ne jamais revoir d'ovni dans ce lieu. Un lieu est médiatisé, ça attire des tas de gens. On l'a vu à Sagy-Pontoise. Hein. Sagy-Pontoise, il ne se passe rien toute la journée. Et puis à la fin, quand presque tout le monde est parti, ça y est, ils voient arriver des ovnis. Ils voient passer une escadrille. En fait, c'est juste, il y a des nuages, et il y a une trouée dans les nuages. En fait, les nuages se déplacent assez vite, et c'est les étoiles qui voient passer à travers les nuages. En fait, ils bougent pas, les étoiles ne bougent pas, c'est les nuages qui bougent. Mais eux, là, ils ont vu, ils voient une escadrille qui n'atterrit pas, donc en fait, on n'est pas prêt pour les recevoir. Ils sont très hauts, mais ils passent. L'escadrille passe. Voilà. Lieu médiatisé, bien sûr, 1980, 1983. Ensuite, col de Vence, certainement. Et puis maintenant, tu as Bugarache. Bugarache, oui. Il y a des endroits qui forcément vont cristalliser les intérêts des gens pour diverses raisons. Quoi. Alors, je ne sais pas si la Javi l'a fait, mais il y a eu le bourg de Siron aussi pendant un moment, qui était lié à Sagy-Pontoise, où il y a eu des gens qui se réunissaient à bourg de Siron. C'est un tunnel abandonné de la SNCF. Bon, après, on a un pays qui est plus petit quand même que les États-Unis, donc il y a moins de sites emblématiques, quoi. Ouais, mais il y en avait peut-être en Belgique aussi des sites emblématiques, des gens qui devaient tourner autour du Petit Rochin ou un truc comme ça. On pourrait voir ça, je sais pas, j'ai pas d'infos, mais ça pourrait bien être le cas. Il y a eu le cas d'Oloron-Sainte-Marie, le cas de Cussac, le cas de Valençol,
le cas de Sergi Pontoise et bien d'autres. Combien de fois les médias ont influencé, déformé les propos des témoins et induit en erreur par la suite les enquêteurs et ufologues. Dans la série Brouillage, nous vous avons déjà fait part que lorsqu'un dessin est posé, c'est fini, dixit Gilles Durand, membre du Sceau. Lorsque les journalistes dessinent une observation d'OVNI, en y mettant un petit peu beaucoup du spectaculaire et du sensationnel dans leur crayon, eh bien les cas sont déformés et les enquêteurs, ou même vous autres lecteurs, croyez ce que les journalistes ont dessiné. Est-ce que tu t'intéresses, on va rester sur les témoins dans Lyon, est-ce que tu t'intéresses à ce qu'ils pensent du phénomène OVNI? Oui, parce que, comme tu t'as dit tout à l'heure, ça peut influencer leurs observations. Oui, je m'y intéresse, par exemple, quand je les laisse parler déjà, je les laisse me raconter des témoignages, et puis après, je leur demande, remarque quoi que déjà, quand ils me parlent de leurs témoignages, on voit bien qu'ils ont tendance vers la fin du témoignage à se confier, du genre, ah ben vous savez, moi j'y crois, je regarde les chaînes de télévision qui parlent d'OVNI, comme Alien Theory, comme Roswell, comme tout ça, comme on a vu, comme les dossiers de l'étrange, ou les, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur W9. Alors, on sent déjà qu'il y a quelque chose. Dans le temps, on entendait parler de Jean-Claude Bourret, de ses fameux livres, qui a marqué toute une époque, des années 70. Et puis donc, je leur demande, généralement, ceux qui me parlent pas de ça, s'ils ont déjà vu dans les mains de la littérature ufologique. Et bien souvent, ils me disent « Ah oui, on a connu, bon, à l'époque, dans les années 70, c'était Jean-Claude Bourret. Après, c'était des livres, des fois même des livres qui me donnent, des noms de livres qui me donnent, des noms des titres de livres que je ne connais pas toujours très bien. Mais qu'est-ce qui revient? C'est Gildas Bourdet. Des fois, on retrouve les frères Bogdanov au milieu de tout ça. On retrouve, dans les émissions RMC, c'est souvent le Jacques Crine, le pilote de la patrouille de France, comme si c'était une référence mondiale ou nationale. Les gens considèrent même qu'il n'y a plus aucune raison d'enquêter sur ce que les gens prétendent avoir vu, parce que c'est un ovni. C'est une soucoupe, enfin c'est un ovni d'origine extraterrestre, c'est un objet d'origine extraterrestre, c'est un phénomène extraterrestre. Voilà. Comme on a tendance à voir dans Alien Theory, on présente un fait et hop, tout de suite on vous dit c'est les extraterrestres, etc. Ouais, ce qui influence le public. Ce qui influence de manière non négligeable le public et de manière négative. Parce que là, on rapporte les faits, mais on donne tout de suite une explication et on donne qu'un choix. On ne présente pas une palette d'hypothèses ou de choix possibles, etc. Ou de recherches possibles. Et donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors depuis que les gens sont attirés par la position extraterrestre, là ça a commencé à être le bordel. Parce que du moment qu'on croit que c'est extraterrestre, à ce moment-là on peut émettre toutes les idées qu'on peut. Le voyage en temps, le passé, le futur, les autres dimensions, etc., etc. Et donc quand on part dans ce domaine-là, d'autres théories arrivent, puis encore d'autres, et puis ça devient tellement de grande toile qu'on ne sait plus quoi en faire, et donc on va dans toutes les théories possibles, et ça devient n'importe quoi. Il ne faut pas rester au premier degré, hein. C'est facile de rester dans ce genre de documentaire au premier degré. Il ne faut pas. Il faut voir un petit peu ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, etc. Pour ça, un adulte a tendance à réagir mieux, c'est ce que je croyais. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'adultes même qui croient au phénomène Alien Theory, qui sont très portés sur les documentaires Alien Theory, etc. Et qui croient à ça comme un gamin de 10 ans croirait au premier degré à ce qu'on lui raconte. Et donc, c'est un peu regrettable, parce que quand même, quand on est adulte, on est censé faire la critique, l'autocritique, on est censé rechercher la vérité, on est censé être objectif, on est censé lire entre les lignes parfois, et puis se rapporter aux faits. On a toute une connaissance beaucoup plus importante que quand on est un enfant, et puis apparemment le comportement est le même que celui d'un enfant,
donc comme si on effaçait toute cette connaissance qu'on a pu avoir, surtout quand on se dit ufologue et qu'on s'intéresse au phénomène. Alors donc, c'est ça, quoi. C'est parce qu'il y a qu'est-ce qui domine derrière ce comportement-là humain, hein, des adultes, c'est une croyance. C'est-à-dire que l'adulte, il ne s'occupe pas de raisonner, il ne raisonne plus, il ne cherche plus à comprendre, il ne reste plus neutre, il a une croyance et il applique sa croyance. Voilà. Croyance en l'hypothèse extraterrestre, ou alors à l'inverse, en rejetant tout, en disant que tout est faux, etc., sans chercher vraiment voir s'il y a quelque chose. Il faut rester neutre. Non, alors je pense qu'il est plus difficile en fait de parler avec des gens qui sont des ufophiles extrêmement arrêtés sur des croyances particulières, parce que ces personnes-là, j'aime bien recueillir leur avis, mais je dois dire qu'il est... on s'arrête assez vite. En fait. Et donc ces personnes-là, en fait, ne vont pas essayer de vous démontrer, comme les zététiciens vont pouvoir le faire, que vous avez tort parce qu'il y a ces biais de confirmation, des choses comme ça. Ils vont essayer, ils vont se braquer et se dire on ne peut pas parler avec vous parce que vous ne croyez pas. Et moi, justement, je ne suis pas dans l'idée de croire, pas croire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Là. C'est plutôt le fait de recueillir un témoignage parce que ça enrichit encore plus. Parce que ça continue, hein. Si par exemple en conférence, tu dis que tu ne crois pas aux ovnis, mais que tu t'y intéresses, comme une étude, une recherche ou une passion, en tout genre, quoi qu'on en pense, et quoi que ça puisse être, eh ben, t'es considéré comme quelqu'un qui est sceptique. C'est très difficile, bien sûr, oui. C'est même presque impossible. C'est toujours la ligne de crête, le fil du rasoir. À la fois garder l'ouverture et pas tomber dans tous les panneaux. Et aujourd'hui, c'est surtout les panneaux qu'on voit. Donc certes, il y a des témoins prépondérants, il y a des ufologues prépondérants, mais il y a aussi des lieux prépondérants. Il peut y avoir une base réelle et après c'est déformé, amplifié, au point que le témoin finit par croire à sa propre histoire et se met à raconter des choses qui ne se sont pas produites. Ça peut être l'ufologue qui va croire être tombé sur une pépite et qui va en rajouter un peu trop et ça devient... Et c'est amplifié par le public après. C'est aussi l'histoire en fait, un peu comment dire, de la légende hein, qui se crée à partir du bouche à oreille. Machin raconte un truc et puis petit à petit la souris devient un yéti. Voilà, il faut être très prudent quand même. Très prudent aussi avec la manière de présenter les choses et puis la façon de diffuser les cas aussi. Parce que ça peut porter tort aux témoins aussi de trop parler alors qu'à l'origine, ils ne souhaitaient peut-être pas que ça prenne ces proportions-là. Moi, je m'en tiens à la base. Les observations d'OVNI, point barre. Tout reste à côté, ce sont des théories. Tandis que le phénomène OVNI en lui-même, l'origine du phénomène OVNI, on ne peut pas le nier. C'est pas des théories, ça. C'est physique, c'est là. Ça vole, ça. On ne peut pas le nier. C'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est quelque chose qu'on peut observer. Tandis que toutes ces théories-là, on ne peut pas les observer. Ce sont des récits, ce sont des histoires, ce sont des contes. Façon de parler. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ODFTV2. Voilà, c'est la fin de cette édition de Matin OVNI. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition, mais également tous les membres de l'équipe d'ODFTV et les amis d'ODFTV, c'est-à-dire les partenaires proches. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, soyez très vigilants. N'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, ça c'est très important. La station météo pour récolter les paramètres au cours d'une possible observation. Et à très bientôt sur les routes ufologiques en France, en Europe, sur ODFTV. Au revoir.